Donc, vous avez cliqué, vous le savez, c'est un épisode hors série qu'on a décidé de faire aujourd'hui sur le milliardaire Joe Lo. Je vous dis rien parce que j'en ai parlé énormément avec notre invité. Je vous laisse la surprise aussi de savoir c'est qui l'invité, mais on va vraiment à fond dans cette histoire-là. Juste deux petites notes. Au début du podcast, j'ai dit que ça serait un épisode en série. Je me suis rendu compte qu'on a fini le compteur, qu'on avait parlé beaucoup. On avait bien des choses à dire. Donc, ça sera un 2 épisodes. Donc, c'est en 2 parties. Vous en aurez plus pour votre argent, mais c'est gratuit, manger les riches. Donc, voilà. Mais parlant d'argent, si jamais vous voulez nous encourager, on a une page Ko-fi, kofi.com, donc ko-fi.com/manger les riches. Vous avez été très, très généreux pendant la première saison. On est en train de développer la deuxième saison, donc si vous voulez nous encourager, je vous invite à aller faire un don au kofi.com/manger les riches. Merci et bon épisode. Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial hors série de Manger les riches. Donc, on a décidé de faire un petit épisode hors série pour faire patienter jusqu'à notre prochaine saison. Mon nom est Pierre-Luc Ouellette et comme d'habitude, je serai votre hôte pour cet épisode de Manger les riches, le podcast où on s'attarde à la vie des milliardaires pour montrer qu'il n'existe pas de telle chose qu'un bon milliardaire. Par contre, aujourd'hui, c'est spécial pour 2 raisons. Premièrement, au lieu de consacrer une saison complète à un milliardaire, je vais essayer de le faire en un seul épisode, mais je vous dis tout de suite, ça risque d'être 2. Mais surtout, c'est un épisode spécial parce que je suis pas avec mon ami Colin. Je vous l'avais promis à la fin de notre dernier épisode. On a un invité spécial, une femme brillante et drôle dont le nom est sur toutes les lèvres, Vanessa Destinée. Bonjour! Allô, ça te va comme présentation? Je suis pas fan de même avec Colin d'habitude. Oui, c'est ça. C'est trop déstabilisé par autant d'amour de la part d'un homme blanc hétérosexuel cisgenre. Oui. Je suis pas habituée, je sais pas où me mettre. C'est rare, hein? Ça, on dirait un piège. Je vais pas me mettre à l'aise tout de suite, OK? Parfait, D'accord. reste sur tes gardes. Je vais rester stock-up. Je pense que c'est sage, oui. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, je suis très heureux que tu sois parmi nous. Surtout que je sais qu'avec un titre comme Manger les riches, notre podcast va pas aider ta réputation de gauchiste woke sur les réseaux sociaux. Je te pose la question que je vais poser à tous nos invités. Je l'ai posée à Colin au début du premier épisode de la saison 1. On t'a mangé les riches. Donc, c'est quoi ta dernière dépense de riche? Oh mon Dieu, dernière dépense de riche? Une sacoche en daim. Sacoche en daim, ouais, pour l'automne, mais finalement c'est pour l'été, fait que je vais peut-être devoir en acheter une autre pour l'automne qui va être dans une couleur un peu plus foncée parce que j'ai pas pu résister à celle que j'ai vue qui était, on l'a devant moi là en ce moment. Je sais qu'on n'est pas filmé, mais regarde, extasie-toi s'il te plaît. C'est très beau. Oui, je pensais que c'était du cuir quand tu me disais que c'était en daim. Oui, c'est du cuir, franchement. T'as peu, mais là c'est comme c'est comme de la fourrure, ça, non? Non, mais c'est ça du daim, c'est comme du suède, c'est tellement doux, c'est magnifique, n'est-ce pas? Ouais. J'ai flatté sa sacoche. Oui, il a touché ma sacoche, je vais devoir la désinfecter parce que c'est pas possible, mais en tout cas, regarde. Wow, OK, on passe. Donc on valide l'achat. J'avais raison de le faire, c'est ce que tu es en train de dire. Oui, t'avais raison. D'accord, donc je peux dire ça à ma psy là, qui pense que je prends la fuite, en fait, à travers mes dépenses. Oui, exact. Même les gauchistes approuvent tes dépenses gauchistes, mais coquettes. Voilà. Je m'attendais que tu me dises le laboubou, là. Que t'étais tellement disant, j'ai oublié mon laboubou. J'ai oublié mon laboubou de sport, qui est en réalité un lafoufou. Fait que c'est pour ça que c'est pas une dépense de riche. J'ai acheté une version bootleg d'un laboubou, cette petite figurine, ce petit toutou à collectionner inspiré là du travail d'un illustrateur japonais. Non, pas japonais, hongkongais. De Hong Kong. De Hong Kong. Oh là là, quel accident de char. Je suis raciste, pardon. Oui, c'est ça, voilà. un lafoufou, donc c'est le nom officiel qu'on donne au faux laboubou. Okay. Donc eux autres aussi sont comme rentrés dans la légende dans le fond parce qu'ils sont tellement partout que les lafoufous, c'est comme ça fait partie d'une culture aussi d'une certaine façon. C'est un univers qui m'échappe complètement. Mais c'est drôle, la foufou, c'est comme, tu sais, c'est comme les cotons ouatés quand t'étais jeune, que c'était pas Echo, c'était, mettons, Echo, mais avec un H, là. Ah oui, c'est ça. Ben, la version achetée au marché aux puces, pas loin de la métropolitaine, là. Exact. C'est un grand traumatisme de mon enfance. Moi, j'avais pas du linge de marque de skater quand j'étais jeune. T'étais pauvre comme moi? Exact. Mes parents m'achetaient pas ça. On était pas riches. Puis là, à un moment donné, j'étais allé dans un marché aux puces, pas quoi, puis quelqu'un vendait un t-shirt. Là, c'était un petit bonhomme, je me rappelle plus le nom de la marque, mais c'était comme une petite boule de feu qui faisait du skate. OK. Là, j'étais arrivé à l'école bien fier de mon chandail de petite boule de feu qui fait du skate. Puis là, le monde m'a dit, ouais, mais c'est un faux, ils sont pas en tissu de même d'habitude. T'as été démasqué? Tout de suite, au primaire, journée, secondaire 1. Tabarnouche, OK. Puis je l'ai jamais remis.
Je l'ai juste mis pour aller dans Ben, le je bois après, comprends. parce que j'étais humilié. Ben, je comprends. Les d'enfants weird spot les faux chandails Ben, en secondaire 1. mais C'est eux qui ont un problème. C'est ça. Mais c'est parce que la petite boule de feu était comme en tissu, genre, pas de la même texture que le Oui, reste, je mettons, comprends. puis c'était pas supposé, d'habitude, c'était pas de même. OK, mais ça dit beaucoup quand même sur nous à titre de créatures, d'espèces, à quel point, genre, le stigma social, il va être fort, puis à quel point on va vraiment prendre le temps de, comme, je sais pas, là, tu sais, d'isoler la personne là, qui correspond pas. Tu sais, il aurait pu juste jouer le jeu, puis Il faire aurait pu semblant. jouer le jeu. Tu sais, non, mais il fallait vraiment là, te mettre on the spot, là, puis comme Exact. t'exclure, là. Mais aujourd'hui, on va parler, en fait, de quelqu'un pour qui les grandes marques, c'est important. Ah oui? Tu vas voir, parce qu'on parle d'un milliardaire moins connu. Là, c'est la première fois qu'on parle de quelqu'un d'autre qu'Elon Musk. Enfin, j'en peux plus. Arrêtez de m'écrire pour que je fasse d'autres épisodes sur Elon Hey, Musk, il y ça a tellement de arrivera pas, j'en chapitres, peux là, c'est un plus. feuilleton, là, cette affaire-là. Oui, Ouais, c'est je pense ça. que- Peut-être un jour, mais en tout cas, ça sera dans longtemps. Donc aujourd'hui, je parle d'un milliardaire qui est définitivement moins connu qu'Elon Musk, mais c'est un personnage qui est vraiment intéressant et son histoire est complètement folle. C'est le milliardaire fugitif malaisien Jolo. Who? Tu connais pas Jolo? C'est un vrai nom. C'est un vrai nom. D'accord. Je sais que ça a l'air d'une blague. Ouais. mais Ben, on dirait un c'est Joe Blow, genre, quelque chose comme ça. exact. Mais déjà, c'est Joe J-H-O. Ah, OK. Donc, c'est un pas nom Joe. ethnique. Oui, c'est ça. D'accord. Et L-O-W. Donc, Jolo, c'est un milliardaire malaisien. Je pense que tu vas le trouver intéressant parce que je sais de toi que, au-delà de ton intérêt pour l'actualité et les questions de justice sociale et d'inégalité, t'as aussi un grand intérêt pour la culture pop, non? Of course. En fait, c'est mon essence. C'est d'abord la culture pop et ensuite la justice sociale. Ben, je pense que tu vas l'adorer. Dans ce cas-là, j'ai trouvé le bon milliardaire pour toi. Parce que Jolo, c'est un milliardaire qui s'est servi de sa fortune pour s'acheter un accès au gratin des célébrités. Il a fait le party avec Swiss Beats, avec Kim Kardashian, avec Paris Hilton. Il a fréquenté la mannequin Miranda Kerr. Il est devenu BFF avec Léo DiCaprio, au point où il a même produit The Wolf of Wall Street Ben avec voyons. l'argent volé à la Malaisie. Hein? Et- Avec oui. l'argent d'État? Avec de l'argent d'État. Et sa fortune, il l'a bâtie, en fait, grâce à une fraude qui est estimée entre 4,5 et 8 milliards US, ce qui en fait possiblement la plus grande fraude de l'histoire. Ah ouais, OK. Et pourtant, on ne le connaît pas. Ben, non, est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est beau comme la braise? Non, pas du tout. Il est laid comme un pou? Comment ça, il a daté Miranda Kerr? Parce qu'il était Mannequin de milliardaire. Victoria's Secret, on le précise au passage, ex d'Orlando Bloom avant Katy Perry. OK. Exactement, il était le rebound, en fait, après Orlando Bloom. Et c'est vrai, il était son rebound, elle venait de le Son laisser. rebound financier, genre, Exact. les gars-là savaient plus rien à lui offrir. Et pour te décrire son physique, on n'est pas là pour juger son physique, mais il était quand surnommé même un peu. Panda parce qu'il ressemble vraiment à un petit Non. panda, en fait. Il est petit, rond, avec... voilà. Est-ce que c'est dit OG la boubou? Avec une face un peu moins fâchée, mais Ok. peut-être que c'est une bonne comparaison. Mi-démon, mi-elfe, ça a l'allure pour un Jolo. OK. Fait que oui, c'est ça, c'est un petit panda. Donc, avant de commencer cette histoire de Jolo, je vais juste citer mes sources. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis largement inspiré de Billion Dollar Whale, qui est un livre qui a été écrit par Tom Wright et Bradley Hope, qui sont deux journalistes du Wall Street Journal qui ont couvert cette affaire-là, en fait, pendant qu'elle se déroulait. D'accord. Puis, une fois que ça s'est terminé, ils ont écrit un livre qui résume tout ça. Ça a été super bien reçu. Le travail de journalisme a été salué, en fait, par la critique, sauf Jolo, qui lui a détesté. Donc- Quelle surprise. Attends, Million Dollar Whale? Billion Dollar Billion. Whale. On dirait c'est un mix de Clint Eastwood puis de Darren Aronofsky, genre. C'est comme une espèce de film. Ben, je pense, si je me trompe pas, je pense que les droits ont été achetés pour faire un film. Puis ça se lit, je vous encourage, en tout cas, si cette histoire vous intéresse, parce que là, je fais juste un épisode, on garde ça court, j'ai pas tout mentionné. OK. Mais si l'histoire vous intéresse, ça vaut la peine de le lire. Ça se lit vraiment comme un thriller financier. C'est intéressant. Donc, je vais... normalement, je commencerai en retraçant les origines de Jolo, parlant de son enfance et tout ça. Mais contrairement justement à un Elon Musk, un Jeff Bezos ou un Bill Gates, Jolo est vraiment peu connu du grand public. Et puis, donc, c'est ça. Avant de faire sa biographie, je te propose qu'on commence directement dans le cœur du sujet. Je vais un peu résumer le scam, l'arnaque D'accord. de Jolo elle-même. Donc, l'histoire de Jolo, c'est l'histoire de l'ancien premier ministre de la Malaisie, Najib Razak, et d'un fonds d'investissement qui s'appelait le One Malaysia Development Berhad, abrégé en 1MDB. Pour le reste du podcast, je vais dire un MDB, si tu me permets, parce Ok. que c'est très long à dire. Ouais. Donc, en 2009, Najib Razak a été élu premier ministre de la Malaisie. Puis là, je l'appelle Najib, c'est pas parce que je suis super familier, puis on s'appelle par notre prénom, parce qu'on Non. soupe ensemble tous les dimanches. C'est qu'en malais, en fait, qui est la langue de la Malaisie, les gens ont pas de nom de famille, ils ont un prénom et un patronyme. Donc, Razak, Ah. c'était le nom de son père.
Je savais pas ça. Okay. Ouais. Il a fallu que je fasse des recherches parce que je comprenais pas du tout comment le nom fonctionnait Okay, quand je je lisais comprends, comme ouais. affiliation. Super Et voilà, intéressant. ils ont un prénom et le nom de famille, c'est le nom de leur père. D'accord. Voilà. Donc, puis une autre petite note, je vous encourage à le googler, en fait, Najib Razak. Fais-le à l'instant, en fait, tu vas pouvoir réagir. Il a l'air de la version asiatique de Renan Jalil, puis ça me fait beaucoup Oh my rire. God, oui. Absolument. 100%. On dirait le Renan Jalil Ben oui, malaisien. c'est genre le 6e classel. Je sais pas combien il était dans ce groupe-là, là, mais c'était le backup de René Angélil for sure. Là. En fait, je pense que c'est sa petite main à lui que Céline elle a chez elle. Ah, j'avais oublié l'affaire de la main à petite René. main de Ça me René. terrifie. Ça me terrifie, cette histoire. D'ailleurs, c'est ça, le père de Najib, donc Razak, il a été le 2e premier ministre de la Malaisie de 70 jusqu'à sa mort en 1976. Donc, c'est quand même une jeune démocratie, la Malaisie. C'est vraiment depuis la fin des années 50, si je me trompe pas, qui sont une démocratie. Je mets des guillemets en ce moment, quand je parle, on va en reparler, là. C'est plus ou moins clair à quel point c'est démocratique, mais c'est ça, c'est une jeune démocratie. Donc, apparemment que Razak était un homme honnête qui a lutté contre les inégalités, qui était très soucieux de pas gaspiller l'argent des contribuables. Il y a même une histoire où il a chicané à un moment donné ses enfants qui réclamaient une piscine. Il voulait avoir une piscine au domicile officiel. Puis il leur a dit, non, on n'a pas le droit de dépenser l'argent du peuple pour des frivolités comme une piscine. Wow. C'est sacré, on doit défendre l'argent des gens qui nous font confiance. Fait que le physique de René Angélil avec la mentalité de Pierre-Yves McSween. Incroyable. Ben, c'est ça, c'est le père de Najib. Ah oui, ok, excusez. Najib n'a pas hérité des qualités de pardon. son père, je te dirais. Pardon, je suis en train de mélanger tout le monde. Il y aura beaucoup de noms. Hésite pas à m'arrêter. Je pense que le public va t'en être reconnaissant parce qu'il y a beaucoup de noms puis des noms asiatiques qu'on n'est pas habitué d'entendre. Exact. Ça se peut. Et il va y avoir beaucoup de gens aussi d'Arabie Saoudite. Si tu Oh, mélanges mon des noms, Dieu. tu me diras, je vais faire une pause pour résumer. Yalla. Voilà. Donc, Razak était quelqu'un très soucieux des fonds publics. Najib, beaucoup moins. Il a été élu pour prendre le siège de son père comme député en 76 quand son père est décédé. Il avait seulement 23 ans, fait qu'il est devenu vraiment un politicien de carrière au sein de l'Organisation nationale des Malais unis, le plus vieux parti du pays. C'est un parti conservateur qui a dirigé l'alliance au pouvoir de l'indépendance du pays en 57 jusqu'en 2018. Donc, c'était vraiment le parti du pouvoir pendant 60 ans de façon ininterrompue. Quand il a été élu comme premier ministre, Najib, il y avait 2 préoccupations. La première, c'est qu'il voulait moderniser le pays et relever le niveau économique de la Malaisie, qui est somme toute assez pauvre. C'est pas le pays le plus pauvre d'Asie, mais c'est pas non plus un pays qui est riche. Il se retrouve définitivement sous la strate du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine. Ils sont vraiment sous ça. C'est pas le pays le plus pauvre de l'Asie, mais c'est pas un pays qui est très riche non plus. Donc ça, c'était sa première préoccupation. La deuxième, c'est qu'il voulait avoir accès à assez d'argent pour acheter des votes de façon déguisée avec des dons des projets sociaux dans des régions où justement les appuis étaient moins forts. Parce que même s'il était au pouvoir depuis 57, la popularité de l'Organisation nationale des Malais unis, l'ONMU, était en pente descendante. Okay. Leur taux d'appui descendait et il voulait y remédier. Puis il y avait peut-être aussi une troisième raison secrète. Il voulait acheter des sacs à main et des bijoux coûteux à sa femme. Oh mon Dieu, c'est comme un George Santos, mais avant l'heure, genre. Ben, c'était pas pour lui, les bijoux, c'était pour sa femme, Rosma Mansour. On va y revenir plus tard. Mais c'est une incroyable dépensière. Who is this diva? Diva, c'est le bon mot. Tu vas voir, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui dépensait pour vrai? autant que Rosma Mansour. Est-ce qu'elle laissait les gens manger de la brioche ou était pas... Même pas, je d'accord. pense pas. Je pense qu'elle gardait aussi les brioches. Donc, la façon d'y arriver pour Najib Razak, ça a été d'établir un fonds souverain, le OneMDB dont je t'ai parlé. C'est quoi un fonds souverain? Bon, peut-être que tu es familier avec le concept. Jamais. Donc, parfait. Donc, c'est un fonds qui est utilisé par des pays pour investir dans des industries, diversifier l'économie. C'est souvent utilisé, en fait, par des pays qui ont une seule richesse, comme le pétrole. OK. Fait que le meilleur exemple, le plus gros au monde, c'est celui de la Norvège. La Norvège ont des grosses réserves de pétrole. Ah bon? Ouais, C'est ça exact. qui vient. OK, d'accord, c'est ça la richesse. C'est ça la richesse de la Norvège, c'est le pétrole. Par contre, le danger quand tu dépends d'une seule industrie comme ça, d'une seule ressource, c'est que si le cours baisse, mais le pays s'effondre. Donc, Super. la solution de la Norvège et de beaucoup d'autres pays, ça a été de faire des fonds souverains où ils disent on va réinvestir tous les profits du pétrole dans ce fonds-là et avec le fonds, on va investir pour développer des nouvelles industries, pour créer des institutions et tout ça, des infrastructures. OK. C'est l'idée, ce qui est quand même raisonnable d'un point de vue économique. C'était pas exactement la situation de la Malaisie, par contre. C'est pas un pays qui avait une seule
seule ressource, le pétrole et tout ça. Okay. Mais ils ont décidé de créer un fonds souverain qui était le 1MDB. Puis il y avait déjà un fonds préexistant dans lequel il y avait 1 milliard. Donc ils ont transformé ce fonds-là en 1MDB. Et l'idée, c'était de créer un nouveau centre financier important dans la région. Ils voulaient que Kuala Lumpur, en fait, qui est la capitale, devienne un peu un Wall Street de l'Asie dans cette région-là. Est-ce que ça a marché? Ben, je vais te dire, l'affaire 1MDB est considérée comme l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire. Le département américain de la justice a qualifié l'affaire du plus grand exemple de kleptocratie enregistré jusqu'à maintenant. Et en même temps, ils se font compétition à eux-mêmes maintenant, les États-Unis, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Oui, ben ils vont peut-être battre leur propre record. On les salue. Ouais. Et l'homme derrière le scandale 1MDB, celui qui a conseillé Najib, qui a tiré les ficelles, eh ben, c'est Joe Lo. OK. Donc, Joe Lo, son nom complet, c'est Lo Tech Joe. Mais non, ça se peut pas. Low-tech. Peut-être que je le prononce mal. C'est sûr que tu niaises. Mais ouais, Lo, donc Tech, T-A-E-K, et Joe, J-H-O. OK. Donc, je devine que ça se prononce comme ça. Je m'excuse aux Malaisiens qui nous écoutent sinon. Donc, il est connu sous le nom de Joe Lo et je vais continuer à l'appeler Joe Lo si ça te va. Correct, parce que on s'en sort pas, là. Oui, c'est ça. Il est relativement jeune. Il est né le 4 novembre 81. Oui, je dis qu'il est jeune pour me rassurer sur ma propre mort qui approche à grands pas. Il est né dans une famille malaisienne chinoise riche, mais pas multimilliardaire. Donc, ils étaient riches, la famille Lo, mais pas tant que ça non plus. Okay. Il habitait Penang, une île qui est dans un état de la Malaisie, en fait, puis dont l'économie tourne beaucoup autour de son port. Okay. Donc, et la famille Lo, comme la plupart des Chinois de Penang, étaient des marchands qui s'étaient installés là pour affaires. Faut savoir qu'en Malaisie, il y a 3 groupes ethniques majoritaires. Il y a les Malaisiens eux-mêmes, donc les Malais, en fait, ils sont appelés les Malais. Il y a les Chinois Malais et puis il y a les Indiens Malais. Okay. Dans cet ordre-là, en fait. Donc, les Malais sont le groupe majoritaire. Après ça, c'est les Chinois et finalement les Indiens. Meng Tak, qui est le grand-père de Joe, a quitté la Chine pour la Thaïlande pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis est arrivé avec Larry, le père de Joe, donc Larry Lo, en Malaisie dans les années 60. Comment ils ont fait leur richesse, la famille à Joe Lo? C'est un peu nébuleux. Super. Oui, parce que tu vois que l'amour de Joe Lo... C'est de l'amour propre, de l'argent propre. Oui, c'est de l'argent propre, exactement. Il n'y a rien de louche. Aucun doute là-dessus. On sait que son grand-père a investi. Il aurait fait fortune en investissant dans les mines, mais la rumeur voulait aussi qu'une grosse partie de sa fortune vienne du trafic d'opium entre la Chine et la Malaisie. Ce qui expliquerait pourquoi c'est un peu secret, l'origine de leur richesse. Donc, Larry, lui, le père de Joe, est allé étudier à la London School of Economics et puis à l'Université de Californie où il a obtenu un MBA. Puis à son retour, il a frappé le jackpot en investissant dans une entreprise qui fabriquait des vêtements pour enfants. Donc, tu sais, quand tu vois des chandails fabriqués en Malaisie, il y a des chances que ça venait de Larry. Au début des années 90, MWE, qui était l'entreprise dont il était actionnaire minoritaire, a acheté une firme technologique canadienne. J'ai essayé de trouver laquelle, j'ai pas trouvé malheureusement, parce que quand j'ai vu canadien, j'ai fait comme mais non. C'est correct, il y a assez de noms comme ça. Là. Oui, c'est ça. On suit, là, ça va. Mais pendant la transaction, MWE a trop payé en fait pour l'entreprise qui achetait, et Larry a détourné une partie de l'argent en surplus dans des comptes offshore, dans des paradis fiscaux. Donc c'est lui un peu qui a enseigné ces techniques-là à toute la famille. Il adorait ce genre de manœuvre. Il a transmis la passion à ses enfants. D'ailleurs, Mei-Lin, qui est la sœur de Joe, est devenue une avocate experte en comptes offshore et en paradis fiscaux. Donc, c'est une belle expertise à avoir, ça, dans une famille de croches. Exact. C'est vraiment la business familiale, l'évasion fiscale. Donc, au milieu des années 90, Larry était rendu multimillionnaire, entre autres, grâce à cette affaire. D'ailleurs, la seule conséquence qu'il a eu pour avoir volé des millions à son entreprise, c'est qu'il a perdu sa job. Rendu là, comme t'es multimillionnaire. Ben, tu t'en fous. C'est une libération, c'est un cadeau qu'on te fait. T'as pas besoin de te lever à 6h30, genre, d'écouter du Salut Bonjour pendant que tu te prépares. Je sais pas c'est quoi le Salut Bonjour malaisien, hein? Non, j'allais faire une joke, mais non, ça va être correct. Oui, tu vois. Non. C'est une pente glissante. Ouais. Donc, il était rendu multimillionnaire, il s'est acheté une maison en Angleterre où il résidait de façon temporaire avec les enfants. Puis l'idée, c'était justement de permettre à ses enfants d'être éduqués dans les prestigieuses écoles britanniques et de se rapprocher de la haute société. Joe Lo, à ce moment-là, est un ado et en Angleterre, s'est lié d'amitié avec un jeune homme du nom de Riza Aziz. Et Riza, c'est le fils de Rosma Mensur, la dépensière dont je te parlais un peu plus tôt. Non, le chum de sa mère, la queen. Et le chum de sa mère, c'était Najib Razak, qui à ce moment-là n'était pas encore premier ministre, mais il était le ministre de la Défense en Malaisie. OK. Donc,
c'est le premier contact de Jolo avec Cette famille. le gratin malaisien. En 98, donc, Jolo rejoint l'école Harrods en Angleterre. C'est une école privée là, super chère, fréquentée par des enfants de la royauté ou des ultra-riches de partout dans le monde. Ouais. C'est l'école que fréquentait Winston Churchill, entre autres. Qui? Oui, j'étais comme quoi? T'étais-tu en train de me l'expliquer pour vrai? Ben écoute, je voulais pas te mettre sur le spot. Le gars, il enchaîne, puis il est comme, ben Winston Churchill, c'est une figure historique. Non, voyons, ça va, là. Je voulais pas te mettre sur le me spot. J'étais gère. comme, je sais vais pas lire. la gêner. Oui, Ok. non, mais je sais, Ok. mais je voulais pas te faire sentir comme moi que mon Mais oui, mais chandail je Spitfire. l'apprécie. Tu Ouais, comprends? je l'apprécie quand même, ouais. Donc, ça a été un choc pour l'ego de Jolo d'aller à Harrow parce que même s'il était perçu comme super riche à Penang, il s'est rendu compte qu'en fréquentant les enfants du sultan de Brunei et de la royauté en Arabie Saoudite que il était pas si riche que ça comparé à eux, comparé à ces multimilliardaires là. Ouais. Donc c'est aussi là que Lo en a profité pour faire ses tout premiers scams. Mais voyons donc, jeune de même. Jeune de même, il était un ado, il a demandé à son ami, qui était justement le fils du sultan de Brunei, de voler du papier en tête officielle Mais voyons. de l'ambassade de Brunei. Puis il a écrit au nightclub le plus cool dans le temps à Londres, qui était le China White, avec ce papier-là en demandant qu'on réserve des tables pour la famille royale de Brunei qui sera en visite. Et fait qu'ils ont réservé des tables, puis sont allés avec ses amis fêter au China voyons. White, entourés Ok. de top modèles et de joueurs de soccer de la Première Ligue. Ben voyons donc, OK. Fait que là, il y a à peu près 15 ans, 16 ans quand il fait ça, puis déjà, il fraude pour aller dans des bars avec ses amis. Voyons, c'est genre Catch Me If You Can, cette histoire-là. Vraiment, c'est une bonne Ok. comparaison, puis ça m'a fait rire parce que quand je lisais, j'étais comme, c'est drôle qu'il est devenu BFF avec Leonardo DiCaprio. Ben c'est ça, là. Puis en plus, il était laid comme un pou, tu me dis, j'en reviens pas. Ouais. Fréquenter autant de top modèles, parce qu'on sait que Léo sort juste avec des filles qui ont en bas de 25 ans. Là, fait que ça- Exact. oh là là! Oh là là! Ce que Lo a retenu de cette affaire-là, en fait, de la réservation du bar au nom du sultan de Brunei, c'est que le statut et les connexions, ben, ça ouvre beaucoup de portes. Il a continué à affûter ces talents-là quand il est allé étudier à l'université Wharton à Philadelphie. En 2001, puis sa fête, là, à ce moment-là, il fête ses 20 ans, il a loué le bar Shampoo au complet. Ok. Shampoo à Philadelphie, c'était le bar le plus cool au début des années 2000. Ok. C'était comme la place où VIP, là, tu sais, où c'était difficile de rentrer. Il a réservé le bar au complet. Ça lui a coûté 40 000 réserver le bar pour 40 une 000? soirée, pour un événement privé. En 2001? Ouais. OK. Mais 40 000, c'est beaucoup d'argent en même Ben, temps. en 2001, Ok. oui. Oui, mais je me suis dit, c'est moins que je pensais, honnêtement, pour réserver le bar le plus cool dans une ville, mettons. Mais oui, 40 000, c'est débile Ouais, mais pour ça, quelqu'un de 20 ans. Mais là. ça, c'est juste la réservation, ça inclut pas l'alcool, là. Je pense pas que ça incluait Mais non, c'est l'alcool. ça, Je pense les qu'il y avait de l'alcool bouteilles. sur le site Ben, aussi. c'est mais ça. Non, mais c'est beaucoup quand même. Ouais, 40 oui, 000, c'est là. beaucoup d'argent. Oui. Puis pour être sûr que sa fête sera un succès, il a appelé toutes les sororités de l'université. Pour C'est un être- vieux creep, là. Ben, un jeune creep, parce qu'il est pas encore vieux Oui, à cet âge-là. il est un là. jeune creep, Ah, mais non. ça a marché. It's giving incel, là. Oui, oui. Toutes les filles des sororités sont venues au party. Ah là Ce qui a là. fait que toute l'université est allée au party. Puis il fournissait le champagne sur le bras aussi, ce qui a pas nuit non plus. Là, c'est toujours, je te rappelle, c'est sa fête de 20 ans, là. Le clou de la soirée, c'est qu'à un moment donné, il y a une modèle qui est arrivée nue avec un bikini en laitue et elle servit de table pour manger des sushis sur son Mais corps. les Madame Sushi, là, c'est Les fini, là. Non, ça bannir, à Mais même bannir. en 2001, je sais pas si, je pense que c'était déjà fini un peu. L'épisode est fini, là. Comme on sait tout ce qu'on a à savoir sur cet homme-là, là. Il y a des Madame Sushi dans ses parties, là. C'est non. Mais tu vois, en tout cas, tu vas voir, c'est pas tant... On va en reparler, je veux pas vendre toutes mes punches, mais c'est moins un creep sexuel que tu penses. C'est Ok. ça qui est intéressant Non, mais là, aussi. tu vas me le vendre comme un allié féministe ou quoi? Non, Non, on n'est pas jusque-là. OK, d'accord. Quelque part entre les deux. D'accord, parfait. Justement, je vais faire une petite parenthèse sur le rapport de Jolo aux femmes parce que, selon tous les acomptes, il serait intéressé par les femmes, mais vraiment d'une façon mercantile, ou je devrais dire, il s'intéresse au statut qu'elles peuvent lui apporter, OK. plus qu'aux femmes elles-mêmes. Tu sais, de sa jeune vingtaine à ses années les plus folles là, auxquelles on va arriver au sommet de sa fortune, toutes Ouais. les filles qui ont fréquenté ses parties ont un peu le même diagnostic. Il sait pas parler aux femmes Oh. et ça a pas tant l'air à l'intéresser non plus. OK. Il a souvent payé là, tu sais, pour s'entourer des plus belles mannequins au monde dans les parties de Playmates. Il m'a Et- jamais appelé, en tout cas. En tout cas. T'étais Bref. peut-être trop jeune à Ouais, l'époque. c'est ça, j'étais pas fait- née, oui, genre. c'est ça, oui. T'étais mineur, là. Je pense que c'est tant mieux. Yum! Je pense que c'est tant mieux qu'il t'ait pas appelé, en fait. Fait que c'est ça, tu sais, il est souvent payé pour s'entourer de playmates, de mannequins et tout ça, mais étrangement, ils disent tous que il s'intéressait pas vraiment au rapprochement physique ou à la Ok. séduction, qu'il essayait pas nécessairement de coucher avec elle. Tant mieux pour elle. Il y a même une mannequin qui disait que quand elle essayait de faire une mannequin
escorte, mais pas escorte dans le sens de prostitution, là, tu sais, dans le sens où elle était engagée pour lui tenir compagnie, littéralement, là, tu sais, dans un party et tout ça, là. Mais tu sais, ça, en tout cas. Après, oui, peut-être que... Oui, c'est ça. Je Souvent, comprends. ça inclut quand même... Mais officiellement, en tout cas, Ouais. son contrat n'incluait pas de rapport sexuel. D'accord. Elle racontait même que c'est ça, quand il essayait de faire la discussion avec lui, il ramenait tout le temps ça à elle. Tu sais, Ah. OK, mais toi, est-ce que tu passes une bonne soirée? Ah! OK, est-ce que l'alcool est bon? Oui. Mais il n'y avait pas vraiment d'intérêt de, tu sais, il s'essayait pas, maintenant. Ah, mon Dieu, c'est un short king. Mais peut-être. Oh! Ce que les gens disent, en fait, c'est qu'il était plus intéressé par le fait que ça lui donnait du prestige, Ben en oui, fait, de d'être s'entourer de entouré belles femmes, ouais. que par les belles femmes elles-mêmes, si ça a du sens. OK, fait qu'il n'y a pas de pulsion sexuelle à assouvir, juste un ego à nourrir. Exactement. Nice. Puis ça m'a étonné parce que ça, j'ai essayé d'en savoir plus. Puis tous les milliardaires, on dirait que ça ressort tout le temps. Finalement, il y a un petit scandale sexuel à quelque part. oui. Ou il y a un petit... Et lui, j'en ai sincèrement pas trouvé. Même Elon Musk, tu sais, qui est pas quelqu'un de très sexuel officiellement, mettons. Je veux dire, Est-ce ça... que tu... Il Ben est pas oui. très sexuel, are you kidding me? Ok, bon, je Il y a reste genre à ce que je dis. des femmes qui utilisent comme vache laitière essentiellement. Là. Oui, OK. Bon, il y a son Poule kink. pondeuse. Il y a son kink de reproduction. Oui, je te l'accorde. Son king de reproduction. Mais tu sais, lui aussi, moi, j'y connaissais pas de scandale sexuel, en fait, jusqu'à temps que je creuse. Puis quand il a fallu que je creuse beaucoup pour trouver, bon, il y avait une histoire dans saison 1, là, vous vous rappellerez si vous avez écouté. Mais dans le cas de Jolo, j'ai vraiment rien trouvé, ce qui m'a surpris. Puis c'est un peu la même chose, en fait, son rapport aux femmes et au prestige, c'est un peu la même chose avec les parties. Son party de 20 ans, c'était le premier d'une longue liste de fêtes qu'il a organisé complètement folle. On va y revenir, ce qui est le slogan officiel de notre podcast, on va y revenir plus tard. Mais il paraît que même pendant ces parties là, les plus décadents, il était plus un observateur qu'un participant. C'est-à-dire qu'il regardait ses propres parties, mais on n'avait pas vraiment l'impression qu'il s'amusait dans ses parties. Aïe, 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 c'est spécial. Ouais. OK. Sa réputation d'organisateur de parties complètement décadent et over the top lui a valu à l'université le surnom de Asian Great Gatsby. Ah, j'adore. Il organisait des parties clinquants et décadents, mais il en était observateur comme Gatsby Dans l'attente de son amour, peut-être, impossible, qui sait? Sa Daisy, c'était-tu Daisy dans Great Gatsby? Je m'en rappelle plus. Oh, merde. Je vais t'avouer que Mais je l'ai pas lu ni écouté, j'adorais c'est ce gênant. livre-là. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi 2 films, là, avec Robert Redford. Et avec Léo. Bien sûr! Moi, j'ai beaucoup aimé celui avec Léo. Je vais l'écouter puis je vais te partager ma critique Letterboxd. Je pense que c'est Jay-Z qui fait la bande sonore. Pis c'est comme... En tout cas, ouais, c'est une longue histoire. OK, on Incroyable. continue. Il y a genre Fergie Ferg dans la bande sonore de ce film-là. OK. Donc, Je m'ennuie tout de ça... Fergie. OK, oui, continue. Je m'ennuie de Fergie, c'est une phrase qui n'a pas été prononcée souvent. Donc, tout ça, c'est parti. C'était pour se faire une réputation dans cette université prestigieuse Wharton, qui a notamment Donald Trump, Elon Musk et Warren Buffett parmi ses gradués. God. Warren Buffett n'a pas gradué, il a abandonné ses études. Tous des noms qui pourraient se mériter une saison de manger les riches, et en fait, c'est déjà le cas pour Elon Musk. Sur ses invitations, quand il organisait des parties, son nom était en grosses lettres dorées. Il organisait des navettes entre l'université et ses parties. Il offrait le bar open à ses invités VIP. Et c'est son père qui ramassait la facture avec plaisir, parce que pour lui, il se disait, c'est pas cher payé pour investir dans la réputation de mon fils. Ah, mais ils sont tous fêlés, hein? Ils sont tous fêlés. D'accord. Ceci étant dit, même avec les virements de papa, il n'y avait pas vraiment les moyens pour ce train Ben, de c'est vie-là. ça, c'est parce que tu m'as dit au début que comparé à la fortune des Occidentaux, des grandes fortunes arabes, sa fortune à lui, c'était quand même modeste. Là. Exactement. Son père, il faisait des virements, mais pas assez pour couvrir Aïe, tout aïe, ça. aïe. OK. Pour sa fête de 20 ans, justement, il avait fait un versement upfront au shampoo, tu sais, Oui. dans le 40 000 $. Il Le avait fait un fameux premier bar versement upfront. de Mais Philadelphie. après, il a négocié avec eux pendant des mois, en refusant de payer jusqu'à temps qu'il fasse un gros rabais en se disant au moins on va être payé un peu. Ben non! Ouais, exact. What? Son autre technique aussi pour accroître sa réputation en dehors des parties, c'est qu'il s'est mis à écrire des chroniques d'investissement dans le journal de l'université. Oh mon Dieu. Incel. Oui, mais ça a été découvert plus tard, en fait, qu'il plagiait. Ah, ben voyons! Il copiait des analyses de Wall Street, écrites par des analystes à Wall Street, et il les fuck? copiait parfois mot pour mot dans le journal, mais sous son nom. J'imagine que le plagiat était plus Mot dur à pour détecter en 2001 que Aïe, aïe, aujourd'hui. aïe! Mais mon Ouais. Dieu, imagine cet homme avec ChatGPT. Qu'est-ce qu'il prépare en ce moment? Wow! Mais c'est ça qui est terrifiant. Il y a peut-être beaucoup de Jolo en construction au moment où on se parle. Le scam a marché parce qu'entre ses parties et ses chroniques financières, il s'est développé une réputation de petit génie des finances, riche comme Crésus. Tout le monde se disait, il est riche parce que c'est un génie de l'investissement. Il y a même une rumeur qui s'est répandue qu'il était un prince malaisien. Alors ouais. que il y a pas vraiment... Il y a De plusieurs monarchie. petites familles royales
par État en Malaisie, mais il n'y a pas une famille royale en Malaisie. Fait que les étudiants malaisiens regardaient ça en riant, mais voilà, il n'était pas un prince malaisien. Bref, il s'est fait une grosse réputation à Wharton, mais c'était pas assez pour devenir milliardaire. Son premier pas vers la richesse, mais aussi vers la criminalité, c'était en 2003. Il était encore aux études, il a décidé de prendre une session sabbatique, puis il a convaincu ses amis originaires du Moyen-Orient de lui organiser une visite de la région pour qu'il puisse faire du réseautage. À Abu Dhabi, il a fait la rencontre de Youssef Al-Otaiba, qui était un conseiller des cheikhs des Émirats Arabes Unis. Je ferai pas toute sa biographie là parce que bon le temps file et c'est un personnage dont on va un peu moins parler dans la suite des choses, mais Otaiba c'est ça, c'est un jeune conseiller brillant et ambitieux qui avait la confiance aussi du gouvernement américain parce qu'il parlait très très bien anglais et il avait une super bonne connaissance en fait de la culture occidentale et il avait la confiance des cheikhs, fait que ce qui faisait de lui un super entremetteur entre ces deux mondes-là, mais il était pas aussi riche que ses collègues et pour lui c'était aussi une insulte qu'il devait réparer. Un autre frustré, parfait. Un autre frustré, exactement. Donc, Lowe a fait valoir à Taiba qui pourrait l'aider à développer des deals avec la Malaisie. Une offre qui était basée sur rien d'autre qu'une ridicule confiance en soi parce que Lowe, à ce moment-là, avait pas vraiment de sérieux contact. Il n'y avait pas de contact, ben oui. Il connaissait le fils de la femme du ministre de la Défense, mais c'était pas, oui, c'est ça. C'était pas suffisant. Mais il y avait une ridicule confiance en soi et Otaiba a été convaincu et il lui a présenté Khalifa Al-Mubarak, un autre jeune émirien ambitieux qui gérait Mubadala, qui est un fonds souverain émirien. Donc, on parlait de fonds souverains plus tôt. Ça a été la première rencontre de Jolo avec les fonds souverains. Il a découvert ce concept-là et il était charmé parce qu'il s'est rendu compte que Al-Mubarak, il contrôlait finalement des milliards de dollars avec assez peu de supervision. Mais ça n'a pas de sens. OK, tout ce que tu me racontes est surréaliste. Voyons donc. Le gestionnaire de ce fonds-là, évidemment, il devait rendre des comptes à moyen terme, mais dans le quotidien, il gérait des milliards avec quand même peu de supervision. Et ça l'a beaucoup charmé. Ben, je peux imaginer. Hein. Aïe, aïe, aïe. Après sa tournée du Moyen-Orient, Lowe, qui à ce moment-là, 22-23 ans, toujours étudiant, a formé sa première entreprise qui était basée aux îles Vierges britanniques, la belle passion familiale pour les paradis fiscaux. Et il a décidé d'appeler ça Winton, W-Y-N-T-O-N. Ça peut avoir l'air d'un nom britannique fancy, mais en fait, il a appelé ça Winton pour Wintons of Money. Mais non! C'est-tu vrai? Oui. OK, mais c'est quand même iconique, là. Oui, c'est un peu drôle. Ça, OK, il y a de l'humour, là. Oui, il y avait de l'humour. OK, oui. OK. Donc, l'idée, c'était de faire de Winton un entremetteur entre les investisseurs et les projets en Malaisie, puis lui, il irait chercher une cote sur les investissements qu'il attirait. Alors, le problème, c'est que Jolo, malgré ce qu'il avait dit au Moyen-Orient, avait pas de contact politique en Malaisie. Pas encore. Et c'est là que Riza Aziz revient dans l'histoire. C'est l'ami de Lowe dont je te parlais, qui s'est fait en Angleterre, qui était le fils de Rosma. Et Rosma, je sais qu'elle t'a intrigué. Elle était détestée par le peuple de la Malaisie. Quelle surprise! C'est une femme qui avait un goût démesuré pour la richesse. Puis je te donne un exemple, une histoire qui circulait. Puis ça, c'était avant même que Najib soit le premier ministre. Donc, elle avait pas encore eu accès aux plus hautes sphères du pays. À un moment donné, elle est entrée dans une boutique Hermès. Puis elle a dit aux employés, ça, je le prendrai pas, le reste, emballez-moi un exemplaire de chaque. Impossible! Oui. Elle a noté les 3-4 sacs qu'elle voulait pas, puis elle a dit, je veux un de tous les autres dans le magasin. Non. Yo, c'est parce qu'un sac, mettons un Birkin, là, les gens, est-ce qu'ils savent que ça coûte au bas mot, genre 25 000 $ minimum? Oui, c'est ça, c'est des sacs dans les 5 chiffres, là, facile. Ben voyons. Complètement fou. Ouais. J'aspire à ça. Ben, écoute, il va falloir que tu trouves un mari politicien, honnête. Peut-être. Comment Najib pouvait y payer tout ça? Ben, la Malaisie a été qualifiée de kleptocratie. Puis il y a un homme d'affaires malaisien qui a décrit dans l'ouvrage de Opie Wright la stratégie à ce moment-là. Donc, quand Najib est encore un ministre et pas le premier ministre, lui, cet homme d'affaires-là, il achetait des propriétés qui étaient détenues par des entreprises d'État, par exemple des terrains, des bâtiments et tout ça. Il les achetait, il les revendait un petit peu plus tard à une autre société d'État, mais le coût est arrangé pour qu'il paye beaucoup plus cher que ce qu'il avait payé. Et après ça, il séparait les profits avec Rosma. Donc, je t'explique, par exemple, il achetait un terrain, on met ça à l'échelle du Québec, il achète un terrain qui appartient à la SAC pour 100 000 et il le revend 2 mois plus tard à Hydro-Québec pour 500 000. Puis il se sépare le 400 000 de différence. Mon Dieu, on dirait qu'il y a des gens qui font ça au Québec. Moi, je pense à des gens riches, qui se sont mis riches de même récemment. En tout cas. Oui, je l'ai tagué sur Instagram récemment. Mon Dieu! Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait en Malaisie. Si tu voulais faire des grosses affaires dans le pays, il fallait embarquer les politiciens de l'ONMU dans le coup, qui était le parti au pouvoir depuis la fondation du pays, en fait, et partager les profits avec eux. Donc, via Riza Aziz, Lowe a réussi à se rapprocher de Najib et Rosma
malheureusement. Au point où, en 2007, il a fondé une autre compagnie offshore pour le couple. Et l'argent dans cette société écran-là servait uniquement à couvrir les dépenses de leur fille qui étudie aux États-Unis. Donc, c'était ça la force de l'eau. En fait, ils se créaient des contacts et pour créer l'apparence du succès et du prestige. Wow! Oh mon Dieu, des parents dévoués comme ça, là. C'est touchant, hein, d'une façon. Oui! Sa première grosse arnaque montre à quel point il avait compris l'importance de se créer une crédibilité, même si elle est factice. Il y avait un gros projet de développement immobilier en Malaisie. On voulait créer un nouveau centre économique près de la frontière avec Singapour. C'est un énorme projet qui s'appelait Iskandar. Il a réussi à faire embarquer Mubadala, qui était le fonds souverain géré par Amul Baraka en Arabie Saoudite. Donc, ils ont embarqué à investir dans Iskandar, mais lui, il a dit en échange, je veux une cote, et ils ont refusé d'y donner une cote. Ce qui l'a insulté. Il a gagné beaucoup de prestige, en fait, auprès des officiels malaisiens, parce qu'il avait réussi à attirer des investissements étrangers. Pour la première fois, les bottines suivaient les babines. Mais lui, il s'est pas mis riche avec ça. C'est pas enrichi, ouais. Oui, c'est ça. Son gain a été purement au niveau de sa réputation et son prestige. Mon Dieu, il a dû développer tellement de ressentiment après cet épisode. Il a échafaudé un plan pour être sûr de se mettre riche cette fois-là. Il y avait 2 compagnies de construction à vendre. En fait, Lowe a découvert 2 compagnies de construction malaisiennes qui étaient à vendre. Et il s'est dit, je vais en acheter une des 2 à bas prix. Pour pouvoir ramasser des contrats juteux pour Iskandar parce qu'il y avait énormément de développement. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'argent pour s'acheter une compagnie et personne n'allait prêter des millions et des millions à un jeune blanc-bec qui sort de l'université qui n'a rien fait d'autre à part ce deal-là avec le fonds de l'Arabie Saoudite. Donc, il a créé une nouvelle compagnie qui s'appelait le Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Company. C'est trop long, là, franchement. Mais écoute, la stratégie du nom est folle. Okay. Il a donné des parts gratuitement à Taïba puis à une couple d'autres officiels koweïtiens et malaisiens parce qu'après ça, il va aller à la banque puis dire regardez, je représente un fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite et du Koweït. La preuve, il y a des gens de l'Arabie Saoudite et du Koweït qui sont actionnaires. Mais c'était complètement faux. Il a juste donné le nom Abu Dhabi Koweït et il leur a donné des actions, mais personne n'avait investi là-dedans. C'est pas vrai. Ah! OK. Mais ça a marché. Mais il est bien clever. Ça a marché parce que la banque l'ont cru. En fait, il y a des investisseurs, du Koweït puis son truc s'appelle Koweït Malaysia Abu Dhabi. Oui. Parfait, fait qu'ils ont prêté les millions qu'ils avaient besoin. On n'est pas intelligent, là. Je veux dire, j'ai déjà travaillé comme caissière dans une banque, là. Tu m'as-tu vu, là? Moi, j'aurais gobé ça, là, comme, ben oui. Fait qu'il a réussi à avoir ces millions, pour acheter la compagnie. Et il a pris des parts dans le projet Iskandar avec Mubadala, encore une fois. Puis pour se créer encore plus de légitimité, il a créé 2 autres sociétés écrans. Adia Investment Corporations et Kia Investment Corporations. Pourquoi ces noms-là? Pour imiter le nom de 2 vrais fonds souverains, le Abu Dhabi Investment Authority et le Kuwait Investment Authority. Et il leur a donné des parts minoritaires, encore une fois, à ces 2 fausses compagnies-là dans son autre compagnie de construction. Ça a marché la première fois. Je veux dire, il aurait été bête de pas le recycler comme idée. Exact. Mais là, tu sais, ce qui est encore mieux, c'est qu'il s'est créé 2 fausses compagnies qui allaient prendre des parts dans son autre compagnie. C'est comme si moi, mettons, je me crée une compagnie qui s'appelle Starbucks, pas de S, puis Amazon avec un E à la fin, mettons, puis que je lui donne des parts pour faire regarder, je suis backé par Starbucks puis Amazon. Ah là là, aucun sens. Puis il y a personne qui à ce moment-là de l'histoire, il y a personne qui a relevé ça. Là. Absolument pas. Il a tout revendu sa compagnie de construction et ses parts dans Iskandar à un autre politicien pour 110 millions. En profit. Donc, il a fait 110 millions de profit. Mais ça c'était son premier coup et c'est vraiment le début. Là, 110 millions, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il aurait pu s'arrêter là. Honnêtement, là, il aurait pu s'arrêter là. J'aurais fait comme, tu sais quoi? 110 millions, moi, je prends ma retraite. Ben, c'est ça, là. Mais c'est pas assez pour quelqu'un comme ça. Là, mais c'est pas assez pour quelqu'un comme ça. L'argent est une fin en soi, en fait. C'est pas parce que tu veux t'acheter quelque chose. Là, c'est d'accumuler le plus possible. Là, donc, c'était juste le début. Joe avait des plans plus ambitieux. En 2009, ça tombe bien, Najib Razak est élu premier ministre de la Malaisie. Wow. Mais par la peau des fesses. Ouais. Ah bon? Pour la première fois depuis son avènement, en fait, l'ONMU avait manqué pas être élu, surtout en cause, en fait, de la minorité chinoise malaisienne. Pourquoi? Qui était discriminée au pays. Ouais, okay. C'était vraiment la majorité malaise, je sais pas, en tout cas. Ouais, malaisante. La communauté malaisante était raciste. On peut dire ça comme ça. Exact. Et qui avait tous les avantages. Donc, les Chinois étaient discriminés en Malaisie. Et il était tanné, en fait, de ce statut-là, fait qu'il avait voté massivement pour l'opposition. Najib, lui, voulait accumuler de l'argent vite pour faire des cadeaux et rétablir, en fait, sa popularité auprès de la minorité chinoise. Donc, Jolo lui a fait une proposition. On va créer un fonds souverain en Malaisie, comme Mubadala en Arabie Saoudite, et emprunter de l'argent d'investisseurs étrangers en faisant garantir les prêts par le gouvernement.
Donc, en gros, vous nous prêtez de l'argent, nous, on va l'investir, on va le faire fructifier, on va l'investir dans la Malaisie, et puis on va vous rembourser avec intérêt. Et si jamais ça marche pas, ben il n'y a pas de stress parce que c'est le gouvernement malaisien qui va vous rembourser. Okay, fait que c'est vraiment un investissement qui est sûr pour vous. Faut aussi que je spécifie qu'une partie de l'argent du fonds qui venait d'obligations islamiques, ça s'appelle des soukouk. Ça ressemble à des obligations comme on connaît, mais halal. Là, je sais que ça a l'air d'une blague de mauvais goût, mais c'est vrai, ça existe des investissements halal. Oui, non, c'est ça, les investissements halal. Ben oui, ça a fait jaser ça plutôt cette année au Canada. Là. Ah oui, j'avais pas vu. Ben oui, au cours de la dernière année, plutôt devrais-je dire, parce que je pense qu'on a assoupli les règles permettant là, ce système-là bancaire parallèle un peu. Ouais. Puis ça fait peur aux gens parce qu'il y a le mot halal parce là-dedans. C'est ça, puis c'est comme ben non là, c'est. Ouais. En fait, l'idée, moi, je connaissais pas ça du tout. En fait, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Vas-y, explique-le. Tu vas mieux l'expliquer que moi. Ma connaissance est très de surface, ceci étant dit là. Ouais, mais en gros, c'est que les musulmans ont pas le droit, selon l'islam, de charger de l'intérêt. Donc, les obligations, techniquement, c'est comme ça que ça marche. Normalement, c'est tu prêtes de l'argent au gouvernement ou à une société d'État et ils vont te rembourser avec intérêt. Mais là, tu n'as pas le droit de charger d'intérêt. Fait que comment que ça fonctionne, comment sont structurées les obligations halal, c'est que ton argent, techniquement, provient des dividendes et non pas de l'intérêt. Donc, c'est un peu, tu sais, c'est sémantique quand même comme différence. Mais bon, ça m'a... C'est pas la charia, par contre. Là. Ça n'a rien à voir. On n'est pas là-dedans. C'est ça. C'est juste que techniquement, le bénéfice vient des dividendes au lieu de l'intérêt. C'est vraiment très sémantique. Je vais leur laisser ça entre eux et Dieu, là, ça c'est pas mon département, mais c'est comme ça que ça fonctionne un investissement halal. Donc, bref, dans ce fonds, il y avait des investissements halal et des prêts, et ce fonds, tu l'as compris, c'est le OneMDB, le One Malaysia Development Berhad. Pourquoi One Malaysia? Parce que c'est un fonds qui était supposé investir partout en Malaisie pour un peu rétablir les différences entre les différents groupes ethniques. Et Berhad, ça veut juste dire limité, en fait, en malais. Donc, Najib était intéressé par ce projet-là parce que ça permettait d'avoir accès à beaucoup de liquidités rapidement. Et parce que le fonds souverain allait être moins surveillé que les budgets gouvernementaux, ce qui rendait ça plus facile pour lui de se graisser la patte et d'acheter du Hermès à sa femme. Donc, Jolo a acheté plus de légitimité en allant chercher la collaboration du prince Turki, un prince d'Arabie Saoudite. Il s'appelait Turquie. Il s'appelle Turquie. Il s'appelle Turquie, mais il vient d'Arabie Saoudite. Exact. Mais là, franchement. Mais change de pays. C'est comme Saint-Lin-Laurentide dans la Naudière, tu comprends? Saint-Lin-Laurentide dans la Naudière? Oui, Saint-Lin-Laurentide, c'est pas dans les Laurentides, c'est dans la Naudière. Oui, c'est l'affaire la plus... C'est mon fun fact préféré. Ah, je suis tannée. OK. Donc, c'est ça. Et là, encore une fois, il s'est acheté de la crédibilité auprès de Najib et Rosma, qui était super impressionné, qui a réussi à leur faire rencontrer de la royauté saoudienne. Ce qu'ils savaient pas, parce que Najib Razak a la réputation de pas faire beaucoup de recherches, c'est parce que c'est ça, la rencontre avec le prince Turki a eu lieu sur un yacht en plus, puis là il était comme un yacht. Ben oui. Mais ce qu'il savait pas, c'est que le yacht était loué et que Turki, c'est un des 20 enfants du roi Abdullah qui à ce moment-là avait 90 ans et le prince Turki était super loin dans la liste d'accession au trône. Oh my lord. Fait que quand son père allait mourir d'une minute à l'autre, il allait devenir un nobody pas spécialement riche. Ah ouais, hein? Pas spécialement riche en termes de famille royale saoudienne, là, on s'entend? Ben, je sais pas, là, ils gardent pas leurs enfants, leurs enfants? Je pense qu'il y a une vie confortable, mais pas assez pour être comme, je peux être un méga investisseur qui va investir des milliards dans ton projet. Puis pas non plus un pouvoir politique, là, proprement absolument parler. Pas. Il allait pas avoir du tout de leverage politique, là, plus que ça, là. Exactement. Donc, Turquie savait que c'était le sort qui l'attendait et il rêvait donc de devenir un magnat des affaires pour pouvoir élever son statut. Et au début des années 2000, il a formé avec un partenaire, Tarek Obaïd, Petro Saudi International, qui est une compagnie d'exploration pétrolière et d'exploitation qui avait pas de succès pantoute. Il y avait quelques petites exploitations très minimes, mais c'est tout. Donc, le premier deal de OneMDB, c'était ça. À partir des 1,4 milliards qui avaient déjà été récoltés, dans le fond, grâce aux obligations islamiques, il allait investir 1 milliard avec Petrosaudi pour développer des projets pétroliers. Jolo, un fin renard, c'est lui qui contrôlait le fonds avec la bénédiction de Najib, mais son nom apparaissait nulle part. Et c'est pour ça que ça a pris des années avant qu'il soit nommé pour la première fois, même quand le scandale a commencé à sortir. Il y a eu des années entre les premiers articles sur le scandale et quand Jolo était mentionné. Même si c'est lui qui était derrière tout ça, parce qu'il y a eu l'intelligence de mettre son nom nulle part. Il était pas le président du CA, il était pas... Parce que je me demande pour son ego, c'est une bonne chose ou non? Parce qu'en même temps, il veut être reconnu aussi pour son génie, d'une certaine façon.
Il a trouvé d'autres façons de nourrir son ego Ah ouais, au ça Canada. finit plus! Fait que c'est ça. Son nom apparaissait nulle part, mais le CA était bourré de proches et de gens achetés par lui. Fait que c'est lui qui contrôlait tout, mais en étant protégé. D'ailleurs, son nom écran préféré, c'était un de ses amis proches qui s'appelait Eric Tan, un de ses meilleurs amis. Quand venait le temps de signer des documents ou de mettre un nom comme responsable officiel, il mettait tout le temps le nom de Eric Tan. Et il l'appelait Fat Eric. Ben voyons! Ce qui est malade, j'ai deux choses à dire là-dessus. De quel droit, parce que tu regarderas à un moment donné. Je vous invite à googler Jolo et Eric Tan. Les deux ont l'air de peser exactement le même poids. L'analogie de panda que t'as donnée tout à l'heure. Oui, là, les deux ont exactement la même shape. Et deuxièmement, si votre meilleur, c'est un petit conseil que je vous offre comme ça gratuitement, là, si votre meilleur ami vous appelle le gros et qui est pas un personnage d'ado en 2005, là, fuyez, c'est pas vraiment votre ami. Donc, il servait beaucoup du gros Eric pour c'est fou. signer à sa place. Je viens de googler Jolo, tu sais, puis c'est comme, il y a juste Gigi Hadid en train de lui serrer la main sur une photo, genre de Forbes Magazine, oui. tu sais, Il a flirté avec Qu'est-ce le que gratin. Gigi Hadid fait là, tu sais, franchement. Mais non, mais tu vas voir, on va y arriver. Le gratin, c'est fou comment il s'est entouré de Ben célébrités. oui. Et j'en ai appris sur les célébrités aussi. Oh non! Sur comment ce système-là fonctionne, en fait. Ouais? J'ai trouvé ça, je pense que tu vas trouver ça intéressant. Je suis sûre. Puis pour légitimer l'affaire, la collaboration avec Petroceudi auprès du CA, qui était pas dans le coup, il y avait quelques personnes en fait dans le CA qui étaient pas dans le coup, qui étaient pas achetées, qui étaient pas placées. Peu, mais il y en avait quelques-unes au début. Il fallait qu'un tiers appuie l'évaluation de 1 milliard des actifs de Petroceudi sur lesquels OneMDB mettait la main. L'affaire, c'est que ça valait pas 1 milliard pantoute. L'idée, c'était justement ça. On va payer beaucoup trop, puis on va se splitter la différence entre nous. Donc, ils ont trouvé un expert américain qui s'appelait Edward Morse. C'est un ancien du département de l'énergie. Okay. Donc, un haut placé américain dans le domaine. Ils l'ont payé 100 000 $ pour faire l'évaluation en lui disant « On te paye 100 000, il faudrait que tu dises que ça vaut 2,5 milliards. » Une semaine plus tard, il est revenu avec son rapport en disant « Ah, j'ai trouvé que finalement, ça vaut 3,6. » Parce que rendu là, pourquoi pas? OK, d'accord. Ils ont-tu donné un raise? Je sais pas, ça, l'histoire le dit pas. Bon. Donc, ils ont fait, voyez, c'est un bon deal, ça vaut 3,6 milliards et on paye seulement 1 milliard. Sur le milliard, donc 300 millions qui ont vraiment servi à acheter les installations et 700 millions qui étaient renvoyés, là je mets des guillemets, à Petroceudi pour rembourser un prêt qui n'existait pas, il n'y avait jamais eu de prêt. Ce 700 millions-là, en fait, c'est le butin qui se sont partagés. Obaïd, qui avait créé le contact entre l'eau et Prince Turki, a fait 85 millions. Le Prince Turki a aussi eu sa part. On ne sait pas exactement le montant que l'eau a retiré dans ce premier coup de OneMDB, mais c'est lui qui a eu la plus grosse part du gâteau. Fait que c'est des centaines de millions, soudainement, qui étaient dans son... dans son... Pas son compte, mais en tout cas, qui étaient à sa possession. Ça se prend bien. Mais c'est juste un début, c'était seulement le premier coup. Et parce que à manger les riches, on parle de milliardaires, hein, pas de pas de minables petits fraudeurs qui volent juste des centaines de millions. Pas des pauvres millionnaires. Là, c'est ça. Donc, avant de continuer ces fraudes suivantes, parce que là, je sais que je garoche beaucoup de chiffres, on va faire une petite pause puis on va parler de Jolo et la culture pop. Yeah! Donc, chapitre pop culture. Plutôt dans l'épisode, c'est ça, je te parlais à quel point le statut est important pour Jolo, qui s'arrangeait pour s'entourer de jolies femmes, entre autres. De jolies femmes pour bien paraître auprès d'autres hommes riches. Pas pour fourrer avec, Ce qui est l'affaire la plus hétéro-insécure qui soit. C'est fou. Tu sais, quand c'est très autiste, en fait, là. Il y a quelque chose, là. Il y a la neurodivergence quelque part là-dedans. Je peux pas croire. Peut-être, mais en même temps, c'est pas si rare, les hommes, tu sais, qui s'entourent de belles femmes pour prouver aux autres gars. Ben, c'est le trophy wife, là. Ouais. Ça, c'est un classique, effectivement. La femme un peu potiche aussi, là. Donc, ça, c'est vu et revu, là. On a joué dans ce film-là à plusieurs reprises, là. Puis là, tu découvres qu'ils ont des maîtresses, puis finalement, ils vont coucher avec la nanny des enfants, tu sais. Puis la femme, c'est uniquement la gardienne du statut, du mariage, de l'image publique, effectivement. Exact. Mais c'est comme coucher avec des femmes pour impressionner d'autres hommes pour prouver ton intérêt. En tout cas, c'est bizarre. Ça, il est fou quand même, tout quand à tu fait. creuses un peu. Mais ce qui est encore plus prestigieux qu'être entouré de belles femmes, c'est être entouré de célébrités. Donc, quand il était étudiant et qu'il jouait pas au Great Gatsby, apparemment, Lo aimait beaucoup rester dans sa chambre avec ses amis, manger du PFK et se taper des DVD gravés, piratés. Donc, il écoutait beaucoup de films et son actrice préférée, tu devineras jamais c'est qui. Je sais pas. As-tu des suggestions? Une actrice célèbre au début des années 2000, au milieu des années 2000. Ah, ben là, non, j'aurais dit Julia Roberts, non. 2000, non, mais attends, je sais pas. Tu devineras jamais parce que je t'ai tendu un piège un peu. Ah, OK. Il tripait sur Paris Hilton. Non! T'as dit actrice! Ben,
Il y a apparemment qu'il écoutait... Non, mais House of Wax, House of non, Wax. ça compte pas. C'est un film d'horreur de série D, genre. Il l'a écouté apparemment au moins 5-6 fois de suite, au point où ses Quoi? amis en pouvaient plus, ils arrêtaient plus de Puis l'écouter. elle meurt, genre, empalée ou quelque chose comme ça. Tu sais, Oui, il oui, mort oui. vraiment, en tout cas. OK. Il était House of obsédé. Wax? Ouais, il était obsédé par Paris Hilton, puis je pense que pour lui, en Non. fait, elle représentait le succès à l'américaine, tu sais. Ben oui, je peux comprendre, parce que la chaîne d'hôtel, oui, il y a comme quelque Elle chose était comme de la reine de old la money. télé-réalité aussi Oui, dans les old années. money qui Ouais. fait du new money. Exact. Qui a trouvé une façon comme de surpasser, en fait, de moderniser l'image de la famille. Tout à fait. Oui, oui, je peux comprendre. Mais moi, Paris, je l'adore, là. Ben... C'est une icône, là. On va en entendre Ah parler oui, oui, beaucoup. on respecte Paris. In this house, là, in this podcast. Donc, quand il est devenu super riche avec OneMDB, il s'est arrangé pour pour s'entourer de célébrités dans ses parties. Et ça tombait bien parce qu'il est devenu riche en même temps que la crise économique aux États-Unis. Et les riches gens d'affaires dépensaient beaucoup moins dans les clubs et les parties clinquants. Ce qui fait que ces bars-là étaient à la recherche de contrats et de nouvel argent. Et l'arrivée de l'eau sur la scène tombait vraiment à point. OK. Ce que beaucoup de monde ne savent pas, en fait, c'est que si tu payes assez cher, tu peux payer des célébrités pour venir chiller à ton party. Ah ben oui, ça, on le voit constamment. Ouais. Le Rihanna qui va chanter en Inde pour le mariage de je sais pas qui. Oui, puis c'est qui pas parce payé qu'elle est des amie millions. avec eux, Ben tu sais. non, elle s'en fout. Elle s'en fout. Et c'est quand même accessible. J'ai fait une petite recherche Google et j'ai trouvé un site là, qui permettait de louer des célébrités pour un événement privé. Ouais. La plupart des prix, il fallait consulter. Là. Tu sais, il fallait écrire pour avoir le prix. Mais il y en avait quelques-unes qui affichaient leur prix. Donc, si tu veux inviter Tony Hawk à ta fête, OK. ça va être autour de 150 000 Ah ben là, c'est à notre portée. Mais ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve ça un peu GoFundMe. cher. Si t'es moins difficile, tu peux avoir Bam Margera pour 25 000. Non, là. Non. Non. Fait que je sais Franchement. pas. Peut-être pour tes 35 ans. Mais non, petit voyons Bam, donc. viva la Moi, de Bam. Musique Plus, c'était shit. Genre, ça fait donc bien 2003. Oui. Hey, là, les références, ça va pas du tout. Là. House of Wax, Bam Margera. Hey, non, là. Donc, C'est gênant. Il s'est Ok. mis à s'entourer de célébrités. Je dis pas qu'il est payé à chaque fois tout le monde, mais Ouais. parce qu'à un moment donné, je pense que beaucoup d'entre eux aussi ont réalisé que ce gars-là était riche, Oui, riche, oui. là. Mais les célébrités ont besoin de visibilité Exact. aussi. C'est payant pour elles de se faire voir. C'est comme ça que tu deviens ce qu'on appelle une socialite, par exemple, Exact. aux États-Unis, là, tu sais. Exact. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il est devenu un peu le noyau autour de qui beaucoup des socialites américains tournaient parce que tout le monde avait arrêté vu que c'était la crise économique. Ouais. Il dépensait des dizaines de millions au casino sans cligner des yeux. Il arrêtait pas de payer le cristal, le champagne à tout le monde. Ses origines étaient mystérieuses, en tout cas pour les Américains à ce moment-là. Personne ne savait d'où venait sa richesse. Ouais. Toi, tu comprends pourquoi, mais Ben oui. lui, il s'en vantait pas. Mais à un moment donné, le mot s'est passé qu'il était riche et il y a des célébrités qui sont mises à se tenir avec parce que, avoir un ami très riche, ben c'est pratique. Et deux, ben c'est fait attirer le gratin et c'était bien vu d'y Tout être. le phénomène des yacht girls, là, ça sera un sujet de conversation. Tu sais, c'est quoi? Oui, hein, avec c'est les ça. sponsors. Ça, là, c'est ces petites filles, les petites cocottes, là, qui sont là sur les yachts, là, de célébrités, incluant Leonardo DiCaprio, ben, ils sont pas là gratuitement, généralement, Non, bien hein. sûr. C'est un échange de services, on comme parlait, on dit. on parlait de travail d'escorte plus Ben, tôt. c'est ça. Voilà. Donc, parmi ses invités réguliers à Jolo, on trouvait entre autres Swiss Beats et Alicia Keys. Yeah. le Mais là, mais voyons, couple. qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Ça n'a tellement pas rapport. Ben, il était là parce que Beats voulait se lancer en affaires et considérait ouais. que l'eau pourrait l'aider. Et tu vois, Swiss Beats va être un de ses plus proches alliés jusqu'à Le la mari fin. d'Alicia Keys? Jusqu'à la fin. Swiss Voyons Beats donc. était, La madame qui se maquille pas. Franchement, la madame qui joue du piano puis qui se maquille pas. Elle est amie avec un fraudeur. Qu'est-ce que c'est ça? Tout le brand s'écroule. tout à fait. Ah il, a là aussi, là. il a aussi réussi à accomplir son rêve et à se mettre ami avec Paris Hilton. Ben là, oh, Apparemment, il a payé 100 000 $ par apparition en 2009 à peu près. Ouais. Et ils étaient vus tellement souvent ensemble que les magazines à potins se sont mis à spéculer que c'était peut-être son nouvel amoureux. impossible. Mais il assure des deux côtés que ça a toujours été purement platonique. Il ne suffit que de googler Jolo pour avoir la confirmation que ce n'était que platonique. Et oui, je viens de shamer son apparence physique, Oui. mais si vous connaissez l'historique de dating de Paris Hilton, vous comprenez que c'est pas son Je genre. trouve pas ça là. très woke de ta part, en tout cas. Oui, mais c'est correct, c'est un fraudeur, ça compte pas. Ah, ok, d'accord. Parlant de star blonde des années 2000, pour sa fête de 33 ans, il y a un gros party qui est organisé au Palazzo à Las Vegas. Et le clou de la soirée, c'était Britney. Oh my... What? Qui est sortie d'un gâteau géant dans un costume... Britney, bitch? Oui, dans un costume 2 pièces dorées pour lui chanter Bonne fête. Britney. Ouais.
Et pour cette simple chanson, pour être sortie d'un gâteau et avoir chanté Bonne Fête, elle a aussi été payée dans les 6 chiffres. On n'a pas le montant exact. On n'a pas le montant exact, mais on sait que c'est sa famille qui a empoché le chèque. Quand je dis qu'ils utilisaient les célébrités pour leur statut, et c'était donnant-donnant, là, ils l'utilisaient aussi. J'ai un exemple. En avril 2010, Rosma Mansour Takoun a été honorée par une organisation américaine pour son travail avec les enfants. Wow. Bon, au final, elle avait juste utilisé l'argent du gouvernement pour partir une fondation en son nom pour éduquer les enfants au lieu de juste investir dans le département de l'éducation. Mais bon, l'organisation américaine avait mal fait son travail et avait pas compris que c'était pas une œuvre caritative, mais que c'était finalement de l'argent détourné du ministère de l'Éducation. Donc, elle a été honorée. Et Lo en a profité pour organiser un party aux États-Unis pendant sa visite à New York, question de rester dans ses bonnes faveurs. Le party à l'honneur de Rosemont a été animé par Jamie Foxx. Lionel Lewis est venu chanter. Pourquoi? Et après... Bleeding Love, genre, c'est son One Hit Wonder, oui. genre quoi? Et après le tour de chant de Lionel Lewis, Fox a fait monter Rosma sur scène pour lui faire la sérénade. Et après, Robert De Niro, Charlize Theron... Mais quoi? Voyons! Qu'est-ce qui se passe? Et OK. d'autres célébrités A-listers comme ça sont montés sur scène pour chanter We Are the World. Impossible. Arrête. Qui Non. est une des chansons préférées de Jolo. Impossible. Je sais, tout ça sonne comme un cadavre exquis. On dirait que j'invente au fur et à mesure. Ça se peut pas. Mais pourtant, c'est vrai. Et De Niro, en fait, est même allé visiter la Malaisie sous l'invitation de Mansour. Non, mais De Niro, il faut... Oui, c'est un personnage, C'est un là. personnage en soi, là. De Niro, il est toujours... Il dépense trop son argent, puis là, il est pogné à jouer dans des navets, puis à nuire à son leg cinématographique pour cette raison. Fait que oui, toujours à la recherche d'une bonne source de par cash. la Malaisie pour... Aïe, aïe, aïe. Donc, mais ça aussi, ça a contribué au statut de Jolo, parce que la Malaisie est un pays qui avait toujours été ignoré quand même sur la scène internationale, qui avait peu d'attention de la communauté internationale. Et là, soudainement, il attirait des stars hollywoodiennes. Robert De Niro venait en voyage et prenait des photos et c'était partagé. Donc, ça donnait, ça aidait vraiment à garder l'eau dans les bons papiers du couple, du couple premier ministériel. Pas présidentiel, mais premier ministériel. Et via Hilton, Lo a aussi fait la connaissance de Joey McFarland. Lui, en fait, c'était un ami de Paris Hilton, mais il a connaissé en fait par le truchement d'une agence de booking d'artistes pour laquelle il a travaillé. Puis il est devenu un peu un de ses suiveux, ses followers. Fait qu'il l'accompagnait dans des parties, mais tu sais, sa job c'était de prendre des photos d'elle, tu sais, des photos un peu, voyons, tu sais, pas comme pris sur le vif, mais... Paparazzi style, ouais. Qu'elle puisse partager ses réseaux sociaux. Ben ouais. Il était là pour ou dans les tenir magazines, ça. à l'époque, là, qui les achetaient à gros prix, ces photos-là. Puis, tu sais, quand le magazine, il tenait ses sacs, puis il tenait son sac à main dans les bars, pis ça. Fait qu'il était, tu sais, tu vois le genre de personnage. Mais McFarlane, il rêvait à plus, lui. Il rêvait de célébrité et tout ça. Et il est devenu super ami avec Riza Aziz, le fils de Rosma. Parce que les deux tripaient sur le cinéma. Donc, avec l'argent de l'eau, c'est-à-dire l'argent volé à 1MDB et en bout de ligne à la Malaisie et à son peuple, ils ont décidé de fonder une compagnie de production qui s'appelait Red Granite Pictures. C'est pas possible. Une compagnie de cinéma. Oui. Et ça tombait bien parce que l'eau... Des ados attardés. Oui, complètement. Et ça tombait bien parce que l'eau venait de se faire un ami de renom, Leonardo DiCaprio. DiCaprio, probablement qu'il se tenait pas avec pour les frais d'apparition. Je dis pas qu'il s'en est jamais fait payer, mais Léo est trop un gros nom, est trop riche pour que c'était vraiment les 100 000 piastres qu'il il n'y a pas besoin de ça, là, contrairement à Paris. Exact. Le vrai intérêt de Léo pour Jolo, c'est que Leonardo DiCaprio et Scorsese, à ce moment-là, ils rêvaient de s'affranchir des gros studios et d'enfin pouvoir produire le film pour lequel ils avaient gagné les droits en 2007. Une adaptation de la biographie d'un certain Jordan Belfort intitulée The Wolf of Wall Street. On y arrive, OK. Donc, ça fait longtemps que Léo avait les droits, mais personne ne voulait produire ce film-là. Pour vrai? Parce c'est que étonnant. Le scénario était jugé comme trop vulgaire, trop les scènes de sexe, tout ça, la coke, la drogue, les quaaludes. Exact. On se rappelle, là. Fait que tout ça, ça faisait peur au gros studio et personne ne voulait produire le film, ou en tout cas pas dans sa forme originale. Et Scorsese et Léo tenaient à garder la pleine liberté sur le scénario. Je savais pas. Ils les avaient depuis tout ce temps-là, les droits. OK. Fait que c'était ça, en fait, l'intérêt de Léo et un certain degré de Martin donc, Scorsese. Donc, c'était pour l'art, Jolo. avec un A majuscule. Wow. Donc, je t'ai ému. En 2011, Red Granite organisait un party à Cannes pour célébrer l'arrivée de la boîte de production dans l'écosystème hollywoodien, pour célébrer le lancement et pour célébrer l'annonce officielle de Wolf of Wall Street. Dans ce party-là, Kanye West et Jamie Foxx sont venus chanter Gold Digger. Il faut cesser, là. Je suis tannée. Et apparemment que Kanye West a été payé 1 million pour sa performance, pour chanter une toune. C'est malade. Ben oui. Pharrell Williams est venu performer aussi. Bref, c'est un party... Oui, toute la même gang, exact. Et bref, c'est un party à plusieurs millions pour un film qui était même pas encore en développement.
Ils ont juste annoncé qu'ils lançaient la production. D'ailleurs, Jordan Belfort avait été invité au party. Il était Lui-même, venu ok, en personne. au party à Cannes. Ouais. Il a regardé tout ça, puis il a dit à la femme qui l'accompagnait, je vais te le dire en anglais, je traduirai après. This is a fucking scam. Anybody who does this has stolen money. You wouldn't spend money you worked for like that. Wow! Donc, c'est Mais une arnaque. ça en prend un pour en reconnaître un autre. C'est exactement ça. C'est Oh une my God. arnaque. Quelqu'un qui fait ça, c'est de l'argent volé. Quelqu'un qui a trahi son argent dépenserait pas comme ça. Je suis un peu d'accord, mais oui, OK. Ouais. Wow. Real, Et recognize, real, C'est comme on dit. exactement ça. Le Wow. fraudeur a reconnu la fraude tout de suite. Et il n'y avait pas de rumeur encore, là, tu sais, que c'était de la fraude et tout ça. Attends, mais il est devenu un lanceur d'alerte ou quoi? Non. Le loup de Wall Street est devenu un lanceur d'alerte? Il a pas lancé l'alerte. OK. Mais à partir de là, il a refusé toutes les invitations de Red Granite. Parce qu'il était comme, je veux pas être associé à eux, j'essaie de me refaire une réputation, Ah, je je peux comprends. pas être associé à une fraude. Ok. Et d'ailleurs, en 2020, il les a poursuivis pour 300 millions de dollars quand ça a sorti officiellement que le film avait été financé avec de l'argent volé. Et le cinéma, c'est pas la seule sphère dans laquelle Jolo s'est investi, ou en tout cas qui a investi l'argent de la maladie. Il s'est aussi intéressé à la musique. Ça a beaucoup passé justement par Swiss Beats, comme je le disais plus tôt. Mais ils sont tombés cringe. Swiss Beats, il le voyait comme une porte d'entrée vers le monde des affaires, mais aussi à ce moment-là, il devait dans les 6 chiffres à l'IRS, OK. À l'impôt, là. à l'impôt, au Revenu, fisc. Revenu Québec. Revenu Québec. Revenu Québec, Il oui, devait- absolument. Fait que les frais d'apparition généreux de Jolo tombaient bien. D'ailleurs, c'est lui qui a organisé le party de 33 ans de Jolo Non. avec Britney qui sortait d'un gâteau. Ça suffit. Et ses émoluments pour l'organisation du party ont été de 800 000 $. Donc, on peut croire que Swiss Beats ne doit plus d'argent à l'impôt. Oh mon Dieu, le second-hand embarrassment. Je suis mal Oui. à l'aise C'est pour gênant tous pour ces eux. gens-là. Complètement. D'ailleurs, la relation de Swiss Beats a mené à une délicieuse collaboration entre Beats, Lil Jon et Jolo sur une pièce qui s'appelle Very Hot. Attends, et Jolo, qu'est-ce Et qu'il fait? Jolo. Il fait comme genre DJ Khaled, genre, puis il dit une phrase, Exact. Another one? Non! Exact. Non, j'ai dit ça en blague, c'est pas vrai. J'ai la toune, je vais te la faire Oh écouter. my lord. Puis tu vas voir, je pense qu'on a à peu près le même âge. Là. Ça me rappelle énormément les premières fois que je clubais là, à la fin des années 2000, début Non, 2010. non, non. C'est parce que les auditeurs peuvent pas voir ma face en ce moment. Je suis catastrophée, OK? Je tiens ma tête avec mes 2 mains, là, puis je suis comme... J'ai l'air du cri de Edward Munch. C'est vrai, c'est une bonne, c'est un bon résumé. Puis écoute bien, je vais te faire écouter la toune, la contribution de Jolo, c'est lui qui répète en arrière « Very good, very hot ». Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est bon, hein? Yo, c'est de la furieuse marde, OK? J'ai honte, là. J'ai honte pour eux. Je suis inconfortable dans ma peau, là. J'ai le goût d'enlever ma T'es senti- chair, là. J'ai senti que t'as dissocié pendant que t'as une joie. Maintenant, j'ai senti ton mon regard se Dieu, perdre. là, j'ai le goût de me tremper dans un bain d'acide et de tout oublier, genre de me désintégrer dans l'univers comme des particules, là. Comme si Thanos, il avait claqué des doigts, OK, puis genre je me désintégrais genre dans la minute qui suit. C'est dégueulasse. Fait que tu l'aurais pas acheté sur iTunes, c'est ce que je comprends. Jamais! Overproduced shit, genre. Oui, c'est très mauvais. Aïe, La toune n'a aïe, jamais aïe. sorti officiellement, ça a juste été leaké par Oui, la mais, presse internet. mais c'est trop. C'est Mais tout oui, c'est très ça, mauvais. là. Tout ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, puis c'est pas fini. Non, c'est pas Ah. fini. Son incursion dans la musique, en fait, c'est pas juste cette chanson-là. En 2012, écoute bien, tu vas capoter. En 2012, il a investi 100 millions dans EMI, une maison de disques qui venait d'être achetée, en fait, Ouais, pour je sais 2,2 milliards par Ouais. Sony à ce moment-là. Oui. D'ailleurs, si je me trompe pas, EMI, c'est eux autres qui ont Coldplay. Ils ont Oui, quand même c'était des gros une artistes, une grosse- grosse, oui, ouais. oui. Donc, il a investi 100 millions là-dedans. Grâce à son investissement, il est devenu président non exécutif et membre du comité consultatif de l'entreprise. 2 titres qui lui donnaient du prestige sans lui donner de vrais jobs, les jobs préférés de Jolo. Oh, God. Et dernière anecdote sur la musique, en 2013, pour le fun, il est allé dans le studio Jungle City à New York pour enregistrer une toune. J'ai pas la toune, malheureusement, là, ça je te dis, c'est une autre chanson, c'est une balade, là, celle-là je l'ai pas, malheureusement.
Et apparemment qu'il chantait super mal, fait que ça a pris 8 heures à enregistrer la passée dans Auto-Tune pour que ça devienne passable. You don't say 8 heures. 8 heures pour une D'accord. tune, c'est infernal. Ben, on a, oui. Et pendant la longue journée d'enregistrement, donc il y a des amis là, qui passaient comme McFarlane et Swiss Beats. Puis quand il est sorti, il a pris un verre dans le studio et puis Busta Rhymes et Pharrell Williams sont venus faire un tour. Pas Busta, pas my man Busta. Il y a des photos de Busta tannée. en visite en Malaisie avec Jolo aussi. Ah. Et Lo a regardé Busta Rhymes, il lui a dit « Yo, I own you, you're my bitch ». Parce qu'il était maintenant propriétaire de sa maison de disques. Impossible. Apparemment que Busta Rhymes s'est retenu parce que Yo, Lo tenait Busta le est shaky. massif, là. Oui. Il aurait pu l'écraser contre le mur. Absolument. Ah, mon Dieu. Mais bon, Lo tenait le shaky, fait qu'il s'est retenu. Mais ça a super mal passé. Ben. Surtout parce qu'il y a quand même un sous-texte aussi, tu sais, de Ben, genre, je te raciste, possède, là. Ben ouais, oui, c'est ça, tu sais. Comme noir, il y a un sous-texte là. racial de Mais en même temps, noir et je te non, possède. mais I'm gonna say it, là. Comme, tu t'as nommé beaucoup d'hommes noirs, pas tant de femmes noires que ça, puis la seule, c'est Alicia Keys, là, par procuration. So, black men, you're responsible for this, là. Tu sais, comme, allez pas vous mettre dans des situations comme ça, là. Ça, c'était mon éditorial intersectionnel. Auquel je peux pas réagir, je non, n'apporterai non. aucun commentaire. Tu peux pas, absolument, c'est ça. Mais ça a quand même montré que, c'est ça a montré que même quand il veut jouer au Big Shot, Jolo restait un homme très awkward. C'est un petit garçon awkward au final, Jolo. Oui, mais l'arrogance, ça lui est monté à la tête. Oui, oui, là, absolument. là, c'est Absolument. ça. Il avait pris sa revanche sur l'histoire, là, puis là, il commençait à devenir cocky un peu. Donc, c'est la fin de la parenthèse pop culture. Je te rassure, on va reparler encore de beaucoup pas de inquiète. gros noms. Je suis pas Mais, inquiète. on ferme cette parenthèse-là pour tout de suite et pour parler du sommet, justement, le high du scam, de l'arnaque, le sommet de l'arnaque. Allô, donc ici Pierre-Luc du futur en train de faire le montage du podcast. On va arrêter ici parce que j'avais pas vu le temps filer quand j'enregistrais et ça fait déjà plus d'une heure que vous nous écoutez. Donc je pense que c'est le bon moment pour faire une pause pour arrêter cet épisode. On se retrouve évidemment jeudi prochain pour la suite et la finale. Je vous promets, il n'y a pas d'autre partie là de la saga de Jolo. Entre-temps, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez nous encourager, nous soutenir dans le développement de la saison 2, vous pouvez toujours le faire au ko-fi.com/manger les riches. Donc c'est ko-fi.com/manger les riches. Et sinon, on se retrouve jeudi prochain. Merci d'avoir été à l'écoute.